quelque part en Afrique. Une route qui ressemble à bien d'autres. Mais cette route est l'une de celles qu'ont empruntées pendant des siècles les 20 millions d'esclaves déportés par la voie atlantique. Affaiblie par l'esclavage moderne et traditionnel, l'Afrique, terre d'empires éteints mais aussi de royaumes renaissants, devient à la fin du XIXe siècle l'enjeu d'une rivalité belliqueuse entre les grandes puissances européennes. Avec ce raisonnement plus ou moins affiché, puisque les autres y vont, il faut y aller nous aussi. Le continent éveille d'autre part la convoitise de ces mêmes Européens par ses richesses, réelles ou imaginaires. Aujourd'hui encore se dresse au Bénin, sur le tombeau de Béhanzin, ancien souverain du Dahomey, l'emblème du royaume perdu, comme un appel à toutes les résistances à venir, comme une invitation faite aux Africains à se saisir de leur propre histoire. The African history has been a history of humiliation, a history of oppression, a history of discrimination. Really, we as Africans almost, we have every reason to say, I give up. But what I like about the African spirit is it never gives up. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Depuis l'aube de la colonisation, l'histoire de l'Afrique, ce sont bien les chasseurs qui en détiennent le monopole et qui en fixent le contenu. En exaltant les prouesses d'explorateurs plus ou moins pacifiques, les mérites d'une conquête plus ou moins violente et surplombant le tout, la générosité du contact. Toutes les conquêtes coloniales sont de même nature et utilisent la même méthode, n'est-ce pas? On parle de protection, on parle de civilisation, on parle de protectorat, mais on n'attend pas d'être invité, on s'invite soi-même, n'est-ce pas? L'Europe se saisit de l'Afrique. Mais il faut mettre de l'ordre dans cette conquête désordonnée et aboutir à un accord entre les colonisateurs qui, dans certaines régions, se trouvent en situation de rivalité agressive. En 1885, à Berlin, les Européens mettent au point les instruments juridiques et diplomatiques qui leur permettront dans les années suivantes le partage de l'Afrique. Le partage du gâteau africain, pour reprendre la douteuse métaphore de Léopold II, le roi des Belges. Il est admis à Berlin que toute puissance déjà établie sur les côtes pourra faire valoir ses droits sur l'intérieur des terres, mais à condition que ces nouvelles acquisitions soient notifiées aux autres puissances signataires. Une fois ce fragile accord obtenu, les impérialismes anglais, portugais, français, belges et allemands se mettent en ordre de marche. When Europe was forming into states, we were not allowed to do that. Why? Because the colonialists came, they occupied our countries, and we started fighting against colonialism. Instead of working out the differences between ourselves, instead of fighting for the sake of democracy amongst ourselves, we started fighting against Europeans. En moins de 30 ans, la quasi-totalité de l'Afrique est conquise par les grandes puissances. Pour autant, l'Afrique ne s'est pas laissée prendre sans opposer la moindre résistance. Bien au contraire, ici et là, des chefs de guerre se sont dressés contre le conquérant européen.
Et peu importe la nature de ces résistances et leur efficacité face à l'armement très sophistiqué du colonisateur, elles occupent depuis lors une place de choix dans l'imaginaire africain. Toutes deviendront pour les futurs libérateurs du continent à la fois une source d'inspiration et un encouragement à l'action. Chacune des grandes puissances coloniales aura donc à lutter contre l'un de ces résistants de la première heure. Qu'en est-il par exemple du colonisateur français au Dahomey? Déjà présent sur la côte, il s'avance à l'intérieur des terres avec sa troupe de 2000 hommes dont un bon nombre de tirailleurs sénégalais. Sa progression se verra contrariée par le seul Béhanzin, roi d'Abomey. Le farouche fils de Glélé est en effet le seul à refuser de signer le traité que lui propose le conquérant français. La discussion était assez ardue du temps de Glélé, mais quand il est mort, le fils Béhanzin qui lui a succédé a été encore plus intransigeant parce qu'il était plus nationaliste, si on peut dire, que son père, presque plus nationaliste que son père, et il n'admettait pas qu'on puisse posséder en toute propriété une partie de son royaume. Le pays est inaliénable en tout partie. Il est vrai que le roi n'a peut-être pas mesuré la puissance de l'adversaire ou la mauvaise foi de l'adversaire, puisque en retenant prisonnier à Abomey des émissaires qui étaient partis négocier avec lui, il donnait des prétextes trop faciles à un adversaire qui était 10 fois, 20 fois plus armé que lui. Il y avait des armes, une puissance de feu, une organisation militaire auquel il ne pouvait pas résister. Les 20 000 soldats de Béhanzin sont vaincus. Et au terme de 2 années de résistance, le roi déchu du Dahomey est exilé avec toute sa famille. Il mourra à Alger en 1906. Béhanzin est retourné à Abomey dans son fief en 1928, sous le dynamisme de son fils Wanilo, qui a œuvré, qui a utilisé tous les moyens pour que le corps de son père revienne dans son terroir. Ça a été des funérailles grandioses. Je me souviens de ce temps-là. C'était vraiment, on a senti que tout le peuple du Dahomey vivait ce retour comme une espèce d'hommage mérité à ce patriote, à ce nationaliste qui n'a pas cédé devant la force. On a corrigé tout ce qu'il y avait d'excessif dans les accusations dont il était victime et aussi redonner à la nation béninoise le sens de son histoire. Je n'accepterai jamais de signer aucun traité susceptible d'aliéner l'indépendance de la terre de mes aïeux. Autre figure majeure de la résistance, mais cette fois-ci contre le colonisateur portugais, Gungunhana, le souverain de Gaza, dernier royaume bantou au sud du Mozambique. Ele era muito orgulhoso de ser o rei do seu povo. E menos quando ele recebe uma ordem de prisão, ele não podia resistir, não tinha meios, mas recusa-se a obedecer às ordens que eram dadas, por exemplo, de se sentar no chão. E os portugueses humilharam-no, cuspiram sobre ele e obrigaram à força então a sentar-se no chão, o que ele achava indigno para um rei como ele. Après 10 ans de captivité, Gungunhana meurt en exil aux Açores. Não podemos dizer que ele fosse um democrata, mas que fosse um defensor acérrimo do seu império e do seu povo, isso era. E daí pode-se tirar lições positivas quanto a isso. E talvez, em uma fase da história, às vezes é necessário ter esse tipo de pessoas, né, para se defender uma pátria. Insaisissable chef religieux et militaire, Muhammad Abdullah Hassan résiste aux Britanniques pendant plus de 20 ans. Ce qui lui vaudra de la part de ses adversaires le surnom peu flatteur de Mad Mullah, le mollah fou.
when a person is given a shape to a country, when a person is given the decades in which he or she lives, a very prominent part in history, one becomes more rigid, one becomes more authoritarian at times, and at times it's necessary. I'm not justifying the authoritarian attitudes. All I'm saying is that he was no different from, let's say, Garibaldi. He was no different from Bismarck. He was no different from any of those historical figures who had to fight their people, herd their people as though they were sheep onto, a pasture, nationalist pasture in which they would be able to live as a nation, as a people. Un pays devient le symbole même de la résistance. L'Éthiopie du Négus et roi des rois, Ménélik II, à la tête d'une véritable armée africaine. Une armée unique en son genre, des fournisseurs étrangers, parmi lesquels le poète français Arthur Rimbaud, ayant contribué à la modernisation de son équipement. Fort de cela et de sa science du combat, Ménélik écrase les Italiens en 1896 dans la plaine d'Adoua, à l'extrême nord du pays. L'écho a été considérable non seulement en Afrique, mais en Europe, aux États-Unis, dans les Caraïbes, partout où il y avait les descendants d'Africains, des esclaves libérés, émancipés. Et à l'époque même de Ménélik, avant même cette bataille, il y avait déjà des Haïtiens, des Afro-Américains qui venaient en Éthiopie parce que c'est un pays qui est libre. Et donc, il y avait une petite fascination. La bataille d'Adoua, elle a accéléré ce processus. L'Éthiopie, c'est le symbole de la vieille Afrique. C'est le symbole de l'Afrique mère. C'est le symbole de l'Afrique résistante. L'Éthiopie, c'est la communion entre les Africains du continent et les Africains de la diaspora. L'Éthiopie, c'est le pays qui a été présent à tous les moments où on a parlé d'Afrique unie. Le mot Éthiopie même, il est bon de le signaler, signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé. Nom qui était donné à l'Afrique en entier par les Grecs anciens. Vous le retrouvez chez Hérodote, dans la géographie d'Hérodote, mais aussi vous le retrouvez chez Homère. Tout ce qu'il rencontrait même en Égypte s'appelait Aethiops, la terre des hommes au visage brûlé. L'Éthiopie, c'est le pays culturellement dense, c'est le pays où toutes les religions existent, se côtoient, ont presque des racines. Le judaïsme, la religion chrétienne, la religion musulmane en Éthiopie. Mais l'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été une colonie et qui a toujours témoigné pour l'Afrique. C'est une toute autre histoire qui s'écrit à l'extrême sud du continent. Les Afrikaners sont les premiers colons à s'être installés en Afrique du Sud dès le XVIIe siècle. D'origine hollandaise, ils sont aussi appelés boers, qui signifie paysans. Par extension, le nom de boer désigne également les immigrés allemands, scandinaves et français. Au XIXe siècle, après avoir combattu les Zoulous qui leur barraient le passage, les Afrikaners fondèrent la République du Transvaal et l'État libre d'Orange, tandis que les Britanniques, déjà installés au Cap, prenaient possession du Natal. La découverte de très importantes mines d'or au Transvaal relance l'interminable conflit qui oppose les Afrikaners et les Anglais. I've always said if they'd discovered chocolate pudding in the Transvaal, they wouldn't have invaded in 1899. One can use that argument in other contexts where there have been invasions into territories. One thinks in one's own time about oil, for example, as a spur to
that form of invasion. Pour combattre la guérilla bourre, il aura fallu que les Anglais mobilisent une véritable armée composée de soldats venus d'Égypte, d'Inde et de renforts locaux. Pour remporter la victoire, il aura fallu que les Britanniques ne reculent devant aucun moyen. War itself has often been regarded as a gentlemanly war, but it was anything but gentlemanly. It was a colonial war in that the British, for example, burnt all the crops, destroyed the homes, concentrated the people in camps which became known, in fact, as concentration camps. They weren't quite like the Nazi concentration camps that were to follow in the 20th century, but they were fearful places because there was just a huge mortality of the civilian population herded into these camps. For Afrikaners, the fact that over 20,000 women and children died in the camps during the war was to remain a powerful spur in the creation of an Afrikaner nationalism and a bitter hatred of the English. For me and my fellow leaders in the National Party, it took us along a path to understand why the National Party clung for so long to the policies of separate development. One must understand the history of the Afrikaner people. Although it does not justify the wrong of apartheid, it explains it. My people had self-determination in two independent republics. They were living in peace with the chiefs and the tribes around them. They lost the war, and since then, the National Party was striving to regain that self-determination which we had lost in the Anglo-Boer War. Parmi les Indiens qui ont participé à la guerre des Boers du côté des Britanniques, un simple brancardier, Mohandas Gandhi. En 1893, Gandhi, jeune avocat, était arrivé d'Inde pour défendre les intérêts de ses compatriotes importés comme main-d'œuvre par les Britanniques. Ces Indiens que les Blancs considéraient comme supérieurs aux Noirs, mais inférieurs à eux-mêmes. C'est en Afrique du Sud, et il y restera 20 ans, que le futur Mahatma, la grande âme, élabore des principes qui non seulement aideront à la libération de son propre peuple, mais inspireront de grands leaders africains. Mohandas Gandhi experienced here as an Indian how Indians were being deprived of their political rights. They had no freedom of movement in the country. They were not allowed to own land in certain parts of the country. And they were being treated as second-class citizens. That led Mr. Gandhi to begin to find ways to oppose this type of regime. Committed to Hinduism and to non-violent forms of struggle, he then developed a policy called Satyagraha, which he experimented with in South Africa. He led Indians of South Africa to deliberately break the law and go to prison as a way of compelling the authorities to accede to the demands of the Indian community. Mais la ségrégation la plus dure est bien celle qui frappe la communauté noire très largement majoritaire. Pour dénoncer cette pratique, une délégation de l'ANC, l'African National Congress, organisation politique non violente créée en 1912 et inspirée par Gandhi, se rend à Londres pour protester, mais avec peu de succès, contre le Native Land Act. Ce texte législatif décrète que les Noirs, qui représentent 67% de la population, se voient attribuer 8% des terres. Pire encore,
Ce sont plus d'1 million de cultivateurs noirs qui sont expulsés de terres que leurs familles exploitent souvent depuis plusieurs générations. Le colon arrive, il plante le drapeau de son pays sans se soucier s'il y a eu partage des ethnies ou non. Et ça, c'est un peu partout. Hein. Et chez nous, c'est le fleuve Ubangui qui nous sépare du Congo ex-belge. De part et d'autre, des deux rives, on a des parents jusqu'à présent. Et lorsque j'étais député de Kwango, je voulais me rendre de l'autre côté, voir mes parents. Mais on a dit, ah non, il faut passer par le ministère des Affaires étrangères, avoir le visa, etc. Ça, c'est une anomalie, c'est une aberration. C'est ce qui rend plus utile encore le problème de l'unité africaine. Il faut, je crois, qu'il y ait un ensemble qui chapeaute tout, et puis que les populations s'arrangent comme elles étaient autrefois, parce que c'est un véritable handicap. Et je n'ai pas pu traverser le fleuve. Une anomalie, en effet, que ces frontières arbitrairement tracées par le colonisateur et qui recouvrent l'Afrique, telle une toile d'araignée, dessinant un nouveau paysage politique. Let's always remember that many African modern nations are totally artificial creations. They were created not in the interest of the people there. They did not follow the organic pre-colonial existence of the various nationalities which were there and which the Europeans prefer to call tribes, but in actual fact, many of them were nations. And so when you bring different groups together in one, as a single entity, in which now there are to be common services, in which power becomes an object of dispute, of contestation. Different factors are used by those who are seeking that power and control of resources to ensure their preeminence, within the new setting. It was, of course, very difficult, I would think, for the colonial powers to have the resources to be able to run the countries over which they had power. So they needed to find ways to control and run the countries and make sure that there was governance, proper governance. So the indirect was trying to use the traditional governance systems in those countries to try and run the affairs of the country. And I think that in the northern part of Nigeria, for instance, you had a well-established system of emirs and sultans through whom they could rule the land and make sure that their edicts were sort of promulgated and implemented. So they controlled the territory through these traditional rulers. Les Britanniques s'inspirent donc de l'expérience de Frederick Lugard, le gouverneur général du Nigeria, pour étendre l'indirect rule à l'ensemble de leurs colonies. Cette méthode n'est pas celle de l'administration française plus jacobine et sans doute plus méfiante à l'égard des compétences locales. La métropole nomme des gouverneurs issus de ses rangs, lesquels sont chapeautés par les 3 gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar au statut un peu particulier. Là, après avoir déposé la reine Ranavalone III, trop peu docile à son goût, le gouverneur général Joseph Gallieni organise le pouvoir à sa façon. Gallieni n'a pas détruit la structure de la royauté malgache, mais il a mis à la place, par exemple, il y avait des gouverneurs de la royauté malgache dans beaucoup de villes de Madagascar, et Gallieni a renforcé ces gouverneurats. Et il a maintenu en place des gouverneurs malgaches.
Il a donné des privilèges à ces gouverneurs malgaches. Et ce sont ces mêmes gouverneurs qui ont organisé la colonisation. Aucun homme de pouvoir n'a jamais été aussi puissant à Madagascar que Galeni. Et on peut dire, oui, il a unifié, non pas la nation malgache, mais il a unifié le pouvoir. Et je veux vraiment faire cette distinction parce que je reviens toujours à cette question de la politique des races prônée par Galeni, écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention des Malgaches qui va se dire je vais dire du mal de la colonisation, mais écrit noir sur blanc par Galeni en disant il faut dresser les uns contre les autres. Toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs ou des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Il y a cette douleur assez profonde de se dire on a marché dans la politique de Galeni. C'est-à-dire qu'on a accepté le fait qu'il a divisé pour régner et que ça s'est vraiment traduit dans la réalité. Et que nous-mêmes, nous sommes sortis de la colonisation absolument divisés. Et Galeni, à ce moment-là, symbolise toujours cette déchirure entre les Malgaches. Le diviser pour régner caractérise également la politique du colonisateur allemand, quand il intègre le vieux royaume indépendant du Rwanda à sa colonie d'Afrique orientale. Dans le Rwanda traditionnel, la société, elle est divisée, mais elle est divisée en clans. Il y a entre 15 et 18 clans, selon les auteurs, et dans chacun de ces clans, il y avait des Hutus, des Tutsis et des Twa. Et lorsqu'il y avait des guerres, c'était des guerres entre ces clans-là. Ce n'étaient pas des guerres ethniques. Un des drames du Rwanda, c'est que les premiers Européens n'y sont arrivés qu'en 1892, je crois. Et ils arrivent avec une grille de lecture préétablie, qui était peut-être valable pour d'autres parties du continent africain, et ils la plaquent sur ce petit pays, qui était tellement différent des autres, à bien des égards, et le pays où il n'y a pas d'ethnie, peut-être le seul, devient le pays où les divisions entre les communautés sont les plus profondes, parce que l'ethnologie coloniale définit des races. Et ces races-là sont dressées les unes contre les autres dans la logique bien connue du diviser pour régner. Et je pense que la faute historique de l'élite Tutsi, c'est d'avoir accepté ces récits, ces fables plutôt, complètement absurdes d'hommes venus du dehors, leur disant eh bien, vous êtes nés pour gouverner, vous êtes plus intelligents que les Hutus, vous avez des qualités qu'ils n'ont pas, etc. Indigène, tel est le terme par lequel les colonisateurs désignent, en opposition à des élites locales peu nombreuses, les hommes et les femmes qui composent l'immense majorité de la population. Dans les possessions françaises, les Africains sont plus précisément régis par un statut de l'indigénat qui énonce toute une série de devoirs et ne reconnaît aucun droit.
il y avait le portage, le chef de district, c'est-à-dire le commandant. Le commandant, le mot vient de ce que les premiers c'était des militaires et chaque fois, c'est le terme commandant et c'est resté, c'est passé dans l'administration civile. On porte le commandant, il y a 4 personnes, 2 devant, 2 derrière qui marchent à pas cadencés. Il n'y avait pas de route à cette époque-là. Et il fallait que le commandant aille dans les divers coins de province pour surveiller les travaux. Il était tout le temps sur le terrain. Il fallait transporter aussi les bagages du commandant. Et des fois même sa petite amie. Vous voyez? Alors, tout ça faisait que certains chefs, certaines personnes africaines disaient que ça, c'est pas de l'amitié, ça. Et se révoltaient. Sous le régime français de l'indigénat, l'administration coloniale s'attribue l'exercice de la justice. Mais devant cette justice, comme dans tant d'autres circonstances, les administrés ne sont pas égaux. Il y avait 2 statuts. Le citoyen français, ceux qui avaient les mêmes droits que les Français de France, qui avaient la citoyenneté française, qui étaient ou naturalisés ou citoyens d'origine, et puis les sujets. Les sujets, eux, relevaient du statut de l'indigénat, comme on disait. Ils avaient un statut civil spécial, militaire spécial, fonctionnaire spécial, salaire spécial. Un citoyen français entrait dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldat français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais, avec sa chéchia, ses bandes moltières et tout le reste. Il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. Ce à quoi tout le monde aspirait, surtout ce qu'on appelle les lettrés, les cadres, les élites, comme on disait, c'était de devenir citoyen français, parce que c'était là qu'on avait les mêmes droits que les Français de France. C'est là qu'on pouvait atteindre les mêmes fonctions, avoir les mêmes prérogatives, relever des mêmes tribunaux, c'est important. Et par conséquent, tous les cadres, qu'ils soient fonctionnaires ou privés, tout le monde avait une aspiration première, c'est de avoir la qualité de citoyen français. On l'obtenait par décret. On faisait la demande et selon que vous étiez jugé digne de cette qualité, le gouvernement français, par décret, vous admettait à la qualité de citoyen français. Les Portugais sont en Afrique depuis le XVe siècle et pour leur part revendiquent haut et fort leur doctrine de l'assimilation. Assimilation des colonies à la métropole, assimilation progressive des indigènes par l'instruction. O assimilado era alguém que, para os portugueses, deixava as tradições da sua própria cultura para assimilar a cultura portuguesa. Na maneira de comer, na maneira de vestir, na maneira de se relacionar, na religião. Mas quase todos os assimilados, o que pretendiam era ter apenas mais acesso a um melhor emprego, a melhor remuneração, mais tarde a possibilidade de levar os seus filhos às escolas oficiais e não nas escolas para os indígenas. É isso que moveu o meu pai a ter a assimilação, mas devo dizer que o meu pai nunca se divorciou com a sua cultura, com as suas raízes, da sua proveniência. E muitos outros assimilados fizeram da mesma maneira. E não é de admirar que a maior parte daqueles que depois promoveram o nacionalismo e a resistência ao colonialismo nesta nova fase tivessem sido também assimilados. Les missionnaires ont précédé dans le temps
la grande poussée colonisatrice de la fin du XIXe siècle, puis l'ont accompagnée avec des intérêts souvent convergents. Ce que les missionnaires du Royaume-Uni illustrent si bien par leur philosophie des 3 mots commençant par la lettre C. La civilisation, par le christianisme et le commerce. Pour ces missionnaires, tout commence par l'éducation, mais leur dévouement a un prix. The coming of the missionaries marked the new art of being able to scribble things and that make a meaning. And so it was very revolutionary for our people, and they wanted to learn because they could see that you can scribble something on a piece of paper or on a slate and you take it to another person and he's able to read and understand what you have told him. And that was almost like a revolution. And so they embraced that. Now, because it was the missionaries that were teaching how to read and write, and they were establishing schools, for you to be able to attend these schools, you had to agree to become a Christian. And this was the way that the missionaries attracted the local people. The other way was through health. They were able to offer health facilities, and especially health against diseases that they were not able to cure, and especially ganglion wounds were very common diseases that they didn't know how to cure. When the colonial administration came, they introduced money, a coin. But we could not see how metal, a piece of metal so small, could be valuable because it's not a sheep, it's not moving, it's not on 4 legs. A live goat surely is more valuable than a piece of metal. But the government said this is the new mode of exchange. And the government said you have to pay taxes to the government. The whole concept of taxes was completely unknown. It was new completely. But the government introduced that and said you have to pay taxes, and you can only pay taxes with this piece of metal. We will not accept goats and sheep. We will only accept this piece of metal. And of course, the only people who had the piece of metal were the newcomers. And these newcomers, to be able to get the piece of metal from them, you had to work for them. So that's how the whole concept of working to be paid with a piece of metal came to be introduced into our society. La colonisation, c'est très bien, mais il ne faut pas que cela pèse trop lourdement sur les budgets des puissances colonisatrices. Elles font alors appel à une solution largement utilisée: abandonner leurs droits régaliens à des entreprises privées, les compagnies concessionnaires. Compagnies tenues à des obligations envers les pouvoirs publics, mais qui ne respecteront que rarement ces mêmes obligations. On nage désormais en pleine confusion des genres, et cela ouvre la porte à tous les abus. Les compagnies concessionnaires étaient des compagnies qui, avec la complicité de l'administration, faisaient travailler les populations dans le cadre de ce fameux travail forcé. Parce que tout le territoire avait été livré, en quelque sorte, à des commerçants privés. Par exemple, les populations étaient astreintes à produire une certaine quantité de caoutchouc. Et ça, c'est un peu contraire, évidemment, à la méthode de travail traditionnelle. Chez nous, autrefois, d'après ce qu'on constate, le travail n'était pas considéré comme une corvée. Quand c'était un travail collectif, quand il fallait, par exemple, réparer une maison ou bien faire un champ, au son de la musique et avec un peu de boisson, les populations venaient aider à faire ce travail-là en chantant. Et je vous assure que on n'avait pas besoin de chicotte.
La mère de notre leader Barthélemy Buganda a été battue à mort parce qu'elle n'avait pas produit la quantité de palmistes pour nourrir les fonctionnaires et les commerçants. Obligatoire pour tous les sujets mâles et valides, le travail forcé n'est pas rémunéré si ce n'est par quelques denrées alimentaires. L'administration coloniale fait appel au travail forcé pour les ouvrages d'utilité publique. Mais les compagnies concessionnaires ne sont pas en reste, et le travail forcé contribue largement au succès de leurs activités minières. C'est en Afrique du Sud que se trouve l'exemple le plus spectaculaire de ces compagnies. La British South African Company et la De Beers, créée par le seul Cecil Rhodes, businessman et homme politique britannique aux ambitions démesurées. J'annexerais les autres planètes si je le pouvais, regrettait celui qui ne cessa d'élargir les limites de son empire en organisant des opérations militaires qui lui permettaient de signer avec les chefs indigènes des traités d'abandon de souveraineté. Et cela parfois dans des régions très éloignées de la province du Cap, sa base de départ. À la conquête de terres qu'il exploita et qui furent baptisées à sa grande satisfaction narcissique Rhodésie du Sud et Rhodésie du Nord. Cecil Rhodes came to exploit the resources in southern Rhodesia and northern Rhodesia. He put himself in a position where he was sharing various parts of southern Rhodesia, various parts of northern Rhodesia to a number of people, white businessmen who wanted to work with him. He did this, and he made them pay him back. He was in fact selling that piece of land to these other people as if it were his own property. Almost all black people in southern Rhodesia, happily Zimbabwe today, were thrown out of the areas where he had found them. They were thrown out to desert type of areas, to mountainous part of areas where it was not comfortable to live. Cecil Rhodes began the whole procedure of destruction of Zimbabwe. He did. There's no doubt about that at all. Le roi des Belges avait légué par testament à la Belgique sa propriété privée du Congo, un jardin de 2 345 000 km², aussi vaste que l'Europe occidentale. Mais le Parlement n'attend pas le décès de son souverain pour voter l'annexion du vorace et fort endetté Congo léopoldien. Par ailleurs, l'opinion publique nationale et internationale se scandalise des méthodes utilisées au Congo par certaines compagnies concessionnaires. Il s'agit pour ces compagnies, et toujours au nom du roi, de tirer le plus grand profit des ressources locales. Et c'est donc là que le système du travail forcé atteint son paroxysme. C'est là que la main-d'œuvre disponible est systématiquement utilisée et très cruellement châtiée quand ses rendements, dans la récolte du caoutchouc ou dans la fourniture d'ivoire, sont jugés insuffisants. Horreur coloniale encore. Comment qualifier autrement les actes auxquels se livre l'Allemagne de Guillaume II dans sa colonie du sud-ouest africain, l'actuelle Namibie? Ordre d'extermination. Les héréros ne sont plus sujets allemands. Ils doivent tous quitter leurs terres. Tout héréro aperçu à l'intérieur des terres allemandes, avec ou sans armes, sera exécuté. Les instructions du général von Trotta sont appliquées à la lettre. Et la population héréro, qui ne demandait en fin de compte que de meilleures conditions de vie, passe ainsi de 80 000 à 15 000 personnes. Plus des 3/4 d'une population décimée, soit par exécution, soit par dépérissement dans des camps qu'il faut bien appeler de concentration.
En 2004, le gouvernement allemand a reconnu qu'il fallait qualifier de génocide ce massacre si longtemps ignoré. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique, puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, « La force noire ». Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne, rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige qu'on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. All young men of a certain age had to go and serve in the war. My uncle was recruited, and my grandmother did not want my uncle to go, and she decided to hide him, and she went to a place that I know very well, where the land belonged to her side of the family, to her, I would say, to her parents. And there was a waterfall and a lot of growth, and she hid him there so that nobody would find him. But the rule was that, or the way that the parents of these young men would be intimidated would be that they would be told that you have to give us your son. We know you have a son. You have to produce him. And if you don't produce him, we'll take your livestock away. Now, livestock was a very important part of the wealth of the local people, and especially for the men. This was their bank account. And so when my grandfather was intimidated, I understand that he persuaded my grandmother to reveal where my uncle was. Saudara kuje. Tika ule hola hate buka kulubaku. Holil. Ikati bodi ho. Njele tiko. Ihas mante panoket bara banyila bunjida palam panjokel. Bukula be kuna hana kola. Atu balak laum boda bara ko kono jotum kon kuje tumon. Atu bolal. Kon kuje tumon. Atu bolal.
This is the tragedy of being a subject of a colony, I guess, because nobody bothered to come and tell my grandparents what had happened to their son. Probably nobody even knows where he fell. And so my grandmother cried all her life, and she always wondered, how did he die? Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée, afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterrer sur place. Donc, il y a cette conception qui fait qu'on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'il provoque dans de nombreux pays d'Afrique va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tel au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement qu'anime John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaneur très sensible à la propagande pangermaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des Alliés. The spectre of Africans being armed was one that terrified white South Africans of any stripe. And that goes back to the South African War itself, where large numbers of Africans were armed and used the occasion to get back their lands and succeeded in a number of areas. The first thing the British did after the South African War was to disarm Africans in order to prevent that spectre from arising again. So it was uniformly agreed amongst white South Africans that you do not arm Africans. They were recruited during World War I as baggage carriers responsible for transport. Some were even sent to Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des askaris, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Ces askaris parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien, mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là, ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer.
Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre Blancs dont les Noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Theuring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'Empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. C'est aujourd'hui jour de marché à Poto-Poto, l'un des plus anciens quartiers de Brazzaville, capitale de l'actuelle République du Congo. À proximité de Poto-Poto se trouve l'une des traces les plus significatives de la politique coloniale de l'entre-deux-guerres. Une politique que résume le maître mot de « mise en valeur des possessions françaises ». Ce chemin de fer qui relie Brazzaville à Pointe-Noire, les compagnies concessionnaires le réclamaient. Il leur fallait une issue sur la mer. La métropole, de son côté, entendait montrer sa capacité à exploiter de façon exemplaire sa colonie du Congo. Le Congo-Océan était présenté comme un apport essentiel à la vie économique et sociale du pays. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisé après 13 années de travaux. Commencé en 1921, il a fallu, pour exécuter les 610 km de la ligne, vaincre les difficultés d'une région malsaine et accidentée, lancer 92 ponts et faire 10 millions de mètres cubes de terrassement. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Le chemin de fer Congo-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. André Gide. Les conditions étaient très pénibles. Le gouverneur Reste a dit que
sur 1 mètre de chemin de fer et il y avait un cadavre. Et ça, c'est vrai, parce que c'était le travail forcé. Il fallait ne pas se reposer, on mangeait simplement un peu pour avoir un peu de force et travailler. C'était très très pénible. C'est ce qui a fait que les populations, les jeunes gens qui descendaient là-bas sous des prétextes plus ou moins justifiés, ne revenaient pas. Alors on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'où la révolte de Congo-Ara. De nombreux travaux d'irrigation, digues et barrages favorisent dans les années 20 le développement d'une économie de traite que l'on peut résumer ainsi. Les colonies exportent des produits bruts et importent des produits fabriqués. Dans le domaine agricole, les cultures d'exportation sont le plus souvent des monocultures, dont l'expansion appauvrit les sols et en favorise l'érosion. Autre inconvénient de ces pratiques, elles marginalisent les cultures vivrières et le mode de vie que déterminent ces dernières. Coton, cacao, arachide, café, bananes, ces productions autres faiblesses sont soumises à la volatilité des cours et ne prennent toute leur valeur qu'en s'inscrivant dans un ensemble. Le reproche que je peux faire aux colonisateurs, c'est de s'être placés au départ pour administrer nos pays dans une optique de grands ensembles, avec des spécialisations, et ensuite d'avoir donné l'indépendance en morcelant. C'est ça le grand reproche. Parce que quelle était la philosophie? Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, le verre. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Donc nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher les brusures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul, la cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu le grand problème. C'est la même politique de spécialisation que mène le colonisateur en Afrique australe. Mais il s'agit cette fois d'une exploitation de nature industrielle. The mines at that time were controlled by those who had invested. And what was happening was that, of course, money, what they discovered, they sold out. They raised the money that way. They kept that money overseas. And only brought a little to pay their workers. But not much. Not much. Black payments were not even called salaries, they were called wages. It shows discrimination. No education. Poor health services. Accommodation, very poor. And yet, they were working for copper mines, which were very rich in terms of funding, which was raising a lot of money and should have been looked after properly. But this one didn't happen at all. That's how poverty continued to flow. Moçambique contribuiu para o desenvolvimento da África do Sul. Muita gente ia trabalhar na África do Sul. O contrato incluía uma remuneração aos portugueses por cada pessoa que era recrutada, como na linguagem deles diziam, por cabeça. Então, por cabeça havia uma certa quantidade de ouro que era entregue ao governo português para como compra de mão de obra. Era uma forma de escravatura de outra maneira, né? En Afrique du Sud, les années 20 sont celles d'une violente récession économique. Et la pauvreté touche aussi de petits paysans afrikaners qui s'engagent dans les mines.
Ils s'inquiètent de la concurrence de tous ces mineurs noirs venus des pays voisins et qui, moins bien payés qu'eux, peuvent les priver de leur travail. Ils se mettent en grève. Influx of white Afrikaners mainly being pushed off the land and into the urban areas from the late 19th century onwards, coming into the towns without skills, competing with Africans. This is one of the key processes in 20th century South African history, really since the discovery of the gold mines, and not able to compete. And indeed, a lot of the segregationist legislation in the 1920s was to bolster their position. There were a number of key measures which were passed by the South African state, which were, in a sense, fundamental to separating Africans and where they lived, where they could work, what work they could do, and settling them in an inferior situation. So those laws, in a sense, paved the way for what later on became known as apartheid. L'exposition coloniale de 1931 à Paris-Vincennes n'a d'autre but que de glorifier la mission civilisatrice de l'Occident. Et elle ne s'en prive pas. Mais les millions de visiteurs qui parcourent cet immense rassemblement de clichés folkloriques et de spectacles vivants d'un goût parfois très discutable, qu'auront-ils appris de la civilisation africaine? Rien, ou presque rien. À Bambari, lorsque j'étais au collège, c'est Boganda, je dois vous avouer, qui a été à la base de mon nationalisme et de mon panafricanisme. C'est Boganda c'était le premier prêtre oubangien. Il avait une grande culture gréco-latine, et qui nous disait, ah non, attention, les maîtres de ce monde-là autrefois, c'était les pharaons, les Égyptiens dont on entend parler, là, c'est des Noirs, les pharaons, et que la civilisation est née il y a plus de 4 ou 5 000 ans. En Égypte, il y avait une civilisation nègre, libyenne, etc. et tout, et que même les savants grecs, les Thalès, les philosophes, tout ça venaient apprendre en Égypte que l'Afrique est détentrice d'une vieille civilisation. Autrefois, j'étais complexé. Je haïssais les Blancs, qui me disaient que je n'avais pas de valeurs propres, que je n'avais pas de civilisation. Quand j'ai découvert que j'avais des valeurs propres, qu'il y avait une civilisation africaine, j'ai cessé de haïr les Blancs. Ça me fait sourire quand on parle de Senghor, qu'on le présente comme une sorte de poète français ou de poète latin. Mais non. Mais tout simplement, c'est pas du tout poète latin, c'est parce que les gens se sont fait une idée complètement fausse de l'Afrique. On parle d'élégie. Mais oui, je regrette. Mais figurez-vous qu'au Sénégal et en Afrique, il y avait des rois. Ça paraît bizarre. Figurez-vous qu'il y avait un cérémonial. Ça vous paraît bizarre. Savez-vous qu'il y avait des concours gymniques comme en Grèce et des hymnes gymniques? Le savez-vous? C'est pas la Grèce qu'ils chantent, c'est ça qu'ils chantent. Savez-vous qu'il y avait une poésie de cour? Eh bien, c'est ça la poésie du Senghor. Non, c'est pas du tout traduit du grec et du latin. Hein, et c'est pas pour parodier les Français. C'était ça le Sénégal. L'Antillais Aimé Césaire a rencontré Senghor pour la première fois à Paris. Avec la complicité du poète guyanais Léon Gontran-Damas, ils vont, dans les années 30, forger et exalter le concept de négritude.
C'est pas une négritude triomphante et glorieuse, c'est pas cela. Hein. C'est la négritude piétinée, c'est le nègre piétiné, c'est le nègre opprimé et c'est le nègre révolté. C'est ça la négritude. La négritude opprimée, on en trouve un exemple dans le sud de l'actuelle Somalie, région qu'occupent les Italiens depuis le XIXe siècle. Un traité signé en 1915 a autorisé l'Italie à accroître ses ambitions dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et son appétit n'a cessé de grandir dans les décennies qui ont suivi. Cet appétit, Mussolini va vouloir le satisfaire avec son projet de l'Africa Orientale Italiana. Pour parachever ce rêve d'empire colonial, le Duce, qui détient déjà la Libye, doit se saisir de l'Éthiopie et chasser de son palais le Négus, roi des rois et lion conquérant de la tribu de Juda, Haïlé Sélassié, et venger dans le même temps l'humiliation d'Adoua. Le Négus se prépare à faire face avec le soutien d'officiers qui lui restent fidèles. En 1935, les troupes italiennes attaquent l'Éthiopie, pays libre et membre de la Société des Nations. Nous suivions jour après jour les événements d'Éthiopie. Pouvait-on être un homme de couleur et être insensible à la montée du racisme et au développement de l'impérialisme? Nous étions en face d'une Europe insolente, arrogante, conquérante, une force d'écrasement extraordinaire. Al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. E io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana che si esprime in questa semplice, irrevocabile, definitiva proposizione. L'Éthiopie est italiana. Mussolini peut bien clamer que l'Éthiopie est italienne, politiquement il n'en est rien. Le vrai pouvoir est ailleurs, incarné par la frêle silhouette du Négus exilé. Le discours que vous allez entendre va être prononcé en langue amharique. Une traduction française et une traduction anglaise en seront données simultanément par dispositif téléphonique. Monsieur le Président, Haïlé Sélassié oppose son calme et sa dignité au sifflet des fascistes. Les Italiens sont les seuls à le huer, les seuls à vouloir l'empêcher de parler. Il parlera. Il a dit, si vous ne donnez pas justice à l'Éthiopie, l'allumette qui vient d'être déclenchée sur l'Éthiopie après la bataille de Macho, mai 1936, ne va pas s'arrêter avant de brûler le monde entier. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grande Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique ?
Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman, moi? Oui, Maréchal Pétain. Commande lieutenant, adjudant, caporal, tout. Bon, commande papa, moi, maman, moi, commande moi. Curriculum. C'est le chef de la France. Compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the secondary school politicized individuals which were geared towards the termination of colonial imposition on the West African colonies. And not only were they arrested, some of them were shipped off to the war, just as a kind of punishment. And it affected the relationship between the nationalist leaders and the colonial powers, because the nationalists were questioning, is this our war? What is our business with this war going on between some European nations who competed not only in despoiling the colonies of human material for centuries during the slave trade, but had continued to appropriate the resources of those colonies for their own purposes. And so they were asking the question, what is our business with the war? And so you had different attitudes. On the other hand, of course, there were those leaders who also saw, who understood, or at least thought they understood, the bigger issues and the necessity to defeat
the forces of Nazism. La victoire des Britanniques et de leurs soldats noirs permet le retour dans son pays du Négus exilé à Londres depuis 5 ans. Le roi des rois reprend possession de sa capitale, Addis Abeba, et redonne confiance par son exemple à tout un peuple, et même au-delà. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage, and a just cause, David will still beat Goliath. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais, et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place. C'est lui, le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent, oui, c'est quoi ça? C'est lui, De Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles? Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Bouéo, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe d'intellectuels ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra, en Libye, le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagées de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc, certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en novembre-décembre 1944 parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye. À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front.
donc avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, au pécule, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Et nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce qu'un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp de concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup cadavres juifs. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup cadavres. Ici, tous hommes, toi homme, moi homme, lui homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944, Thiaroye devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, ô tirailleur noir couché dans la glace et dans le sang. Est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'Empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie, l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains.